Vous comprenez? Moi, dans le fond, ça m'arrange de tuer les bouchers. Parce que de ma nature, je suis plutôt sensible. J'ai jamais fait de mal à une mouche. J'aime bien les bêtes, j'ai une passion pour les animaux. Tandis que les bouchers, eux, ils les tuent, les animaux. Alors moi, je tue les bouchers. Puisqu'ils tuent les animaux. Et que moi, je les aime, les animaux. J'ai pas de remords, vous comprenez? On va boucher de temps en temps. Un peu de soleil. Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org. Nous sommes le vendredi 9 avril 2021 et nous allons parler de la rescapade. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce qui se cache de mystérieux sous ce nom? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite en compagnie d'Athénaïs, d'Ariane et de Raoul. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on est ravis, Caro et moi, de vous recevoir pour que l'on parle de ce projet qui est encore, si j'ai bien compris, à l'état de projet, c'est ça? C'est ça. Si vous êtes d'accord, on va commencer par une première partie où on va fixer quelques jalons, comprendre quelques mots, quelques notions. Et pour commencer, eh bien, puisque la rescapade sera un sanctuaire, eh bien, je vous propose de nous expliquer ce qu'est un sanctuaire, à moins qu'avant, vous ne vouliez chacune et chacun de vous dire quelques mots de présentation. Ça, c'est à votre guise. Ouais, on peut se présenter. Allons-y. Mais en 3 mots, quoi. Alors du coup, moi, c'est Ariane, j'ai 21 ans. Actuellement, je suis étudiante à l'Université de Lausanne en sciences politiques. Ma voix, c'est Raoul, j'ai 22 ans. Je suis un activiste antispéciste qui a passé les dernières années principalement dans les sanctuaires et puis maintenant intéressé d'en créer un avec ce projet de la rescapade. Athénaïs, la parole. Merci. Alors moi, j'ai 31 ans, j'ai une formation de journaliste. J'ai travaillé pendant des années dans des médias français puis suisses. Et puis depuis 3 ans, j'ai voulu pouvoir m'engager plus pour les animaux en travaillant notamment pour une association, la LSCV, la Ligue suisse contre l'expérimentation animale, et pour un média qui s'appelle Animaux Parlement. Donc j'utilise vraiment mes compétences de journaliste et de vidéaste pour des associations et pour les animaux. Et du coup, je me réjouis aussi de participer à ce joli projet qui est plutôt porté par mes 2 amis que par moi à la base. Très bien. Je vous remercie pour ce petit tour de table. Alors voilà, si vous êtes d'accord, eh bien, on ferait un petit tour de table concernant certains mots de vocabulaire et certaines notions, en commençant peut-être par sanctuaire. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire? Alors, un sanctuaire, c'est un espace d'accueil pour des animaux non humains qui ont besoin d'un lieu de vie. Donc, on y accueille surtout des animaux qui ont été exploités, maltraités, mais ça peut aussi être des animaux qui ont simplement besoin d'un endroit où vivre. Et en fait, c'est un espace où on essaye d'arrêter tout type d'exploitation et on cherche à leur garantir une certaine sécurité tout en les laissant le plus libres possible. Très bien, on va revenir par ailleurs là-dessus, puisqu'on va détailler ensuite la forme que pourrait prendre ce projet, en tout cas tel qu'il vous habite. Mais avant cela, voilà, Raoul, tu as parlé avant d'antispécisme. Voudrais-tu nous préciser la notion? Oui, donc l'antispécisme, en tout cas selon moi, c'est lutter contre le spécisme et son système, généralement principalement l'exploitation animale. Bon, du coup, le spécisme, c'est une discrimination arbitraire qui est basée sur l'espèce. Par exemple, considérer qu'un mouton ne mérite pas la prise en compte de ses intérêts basiques comme ne pas souffrir ou mourir parce que c'est un mouton, un animal, pas un humain. Tous les animaux sont-ils concernés ou jusqu'à où place-t-on le curseur? Oui, je pense que tous les animaux ils sont concernés, certains plus que d'autres, évidemment. Par exemple, un chien ou un chat, on va avoir tendance à avoir des meilleures conditions de vie qu'une poule. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont quand même pas être discriminés ou pas pris en compte ou même voir des choses très basiques comme être attaché, ne pas avoir la moindre liberté de mouvement parce que c'est des animaux, donc on les inclut pas dans le cercle de considération morale. On va prendre soin de ces individus et donc pas les faire souffrir et puis leur laisser un libre arbitre. Est-ce que vous êtes... comment réagissez-vous aux personnes qui vous parlent de « oui, mais certains animaux sont nocifs » ou « dangereux » ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? C'est difficile de faire une réponse globale, ça dépend vraiment de quelle espèce on parle. Par exemple, on entend souvent dire « oui, les
dangereux, mais en même temps, ils se rapprochent des côtes à cause de l'activité humaine. Enfin, il y a souvent une cause humaine derrière, donc c'est difficile de répondre à cette question sans parler des espèces individuellement. Pour les sangliers, ok, on parle d'animaux qui sont envahissants, mais en même temps, si on grignote leurs forêts, évidemment qu'ils vont aussi sortir de ces forêts. Donc, c'est difficile de répondre de manière globale. Mais ce dont on peut parler, c'est de l'activité humaine qui génère des déséquilibres et qui fait qu'il y a parfois un problème avec certains animaux. C'est ça plutôt qui me vient à l'esprit. Alors, c'est pas une réponse très précise, navrée. Non, mais c'est parfait parce que ça me permet justement, et c'était à ça que je voulais en venir, voudriez-vous préciser ce que vous entendez par exploitation animale ou par entropie? L'exploitation animale, donc ça va être l'élevage, les laboratoires qui font des tests sur des animaux, les cirques, les zoos, tout autre système, du coup exploitation, entreprise, quoi que ce soit, qui cherche à tirer profit des animaux sans leur consentement, sans leur donner une rémunération. C'est encore plus facile d'exploiter les animaux que des humains. Et c'est possible parce que les animaux non humains, ils n'ont pas de droits fondamentaux. Ils peuvent être traités comme des objets ou des propriétés plutôt que des individus. Peut-être dans le cadre suisse aussi. En fait, l'exploitation animale, c'est aussi un élément qui est vraiment systémique. C'est pas simplement une personne qui va maltraiter son chien, c'est vraiment quelque chose qui est organisé, qui a une légitimité légale. En tout cas, par exemple, on voit en Suisse que la loi considère les animaux comme étant des objets, des propriétés. Et puis d'ailleurs, on compte les animaux en tant qu'unité. On dit par exemple une vache, c'est une unité, et puis une poule, c'est 0,005 unités. Et donc on voit que voilà, c'est cette dimension en fait où on enlève complètement l'individualité de ces individus-là et on les réduit à des objets du coup pour permettre l'exploitation. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. On peut également donc dire qu'on est là face à des lobbies et à une communication massive concernant justement ce que vous venez de dire, et notamment les lobbies évidemment de la viande, du lait, également des poissons, des animaux marins. En dernier mot, et puis ensuite nous allons se focaliser sur votre projet, la Rescapade. Qu'en est-il de la sentience? Est-ce que c'est là un des critères centraux sur lesquels vous vous appuyez pour parler d'antispécisme? La sentience, c'est la capacité de ressentir des émotions positives ou négatives, de ressentir la douleur, d'avoir un certain conscience de soi aussi. La quasi-totalité des animaux sont sentients, tous les vertébrés le sont. La majorité des invertébrés aussi, mais il y en a certains, par exemple des mollusques, on n'en est pas sûr scientifiquement. Dans le doute, autant ne pas les faire souffrir inutilement. Et, du coup, la sentience, c'est ce qu'on va l'utiliser quand on veut parler d'antispécisme en général, c'est ce qu'on va vouloir utiliser à la place du critère de l'espèce, comme critère des individus qui méritent d'être pris dans notre cercle de considération morale pour ne pas souffrir parce qu'ils ont la capacité de souffrir. Donc on n'a pas à les faire souffrir sans nécessité, contrairement alors par exemple, je sais pas, un morceau de bois qui va plus être vivant, il n'a pas la capacité de souffrir, il n'a rien, donc on va pas prendre les mêmes considérations pour un morceau de bois que pour un mouton, un autre individu sentient. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des formes d'élevage qui exploitent pas les animaux, où on peut parler d'élevage éthique? Est-ce que ça, même si on consomme la viande, hein, Je sais pas si c'est lié à cette question, mais je voulais juste ajouter un truc par rapport au point d'avant. On entend souvent, en tant qu'antispéciste ou animaliste, on nous dit souvent oui, vous voulez une égalité complète entre les humains et les animaux, mais c'est plutôt prendre conscience que leurs intérêts à vivre, à tous ces animaux, sont les mêmes que nous. Ils ont un intérêt à vivre, à ne pas souffrir, à ne pas être enfermés. Donc on ne demande pas une égalité de fait entre une poule, un chat ou un humain, parce qu'évidemment on a des besoins et des critères différents selon les espèces. Donc ça, c'est vraiment un point qui revient souvent. Vous voulez l'égalité, mais c'est juste prendre en considération leurs intérêts à vivre à eux. Comme nous, en tant qu'êtres humains, sentients également, on a un intérêt à vivre, à pas souffrir ou à être enfermé. A priori, au premier abord, je ne pense pas à une forme d'élevage qui soit respectueuse des animaux, puisque si on les élève, c'est qu'on les contraint à ne pas vivre selon leurs besoins naturel, bon, c'est peut-être pas le mot idéal, mais du coup j'ai du mal à trouver un exemple où les animaux pourraient être totalement respectés dans leurs besoins, mais être élevés en même temps. Je sais pas si vous avez des exemples, vous ?
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, un élevage, c'est quoi qu'il en soit un dispositif, et un dispositif coercitif, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en fasse. Et souvent, quand on essaie de vouloir donner des exemples, quand on pourrait exploiter les animaux sans leur causer du tort, ça va toujours être des animaux qui sont déjà là, qui existent déjà, alors que dans l'élevage, on est constamment en train de faire naître d'autres individus pour pouvoir les exploiter, donc de créer d'autres individus juste pour créer plus de souffrance, pour créer plus de profit. Et donc, il n'y a pas un système où, en fait, on va pouvoir élever suffisamment d'animaux pour, je sais pas, juste récupérer leurs œufs sans, à côté, les tuer quand ils sont hyper jeunes pour que ce soit rentable. Et enfin, ça va clairement contre les intérêts de ces individus, même les plus basiques. C'est ça. En fait, souvent dans ce qu'on a tendance à opposer aux arguments antispécistes, c'est l'idée, voilà, d'un élevage qui pourrait être éthique, bio, en plein air, ce genre de critères-là. Et enfin voilà, moi personnellement, je connais des personnes qui sont agricultrices et puis qui bossent avec des animaux dans cette vision très un peu idéalisée de l'élevage. Mais la réalité, elle reste là, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est les animaux qui sont souvent tués, qui finissent de toute façon à la boucherie, même si finalement, voilà, alors ils ont peut-être moins été enfermés qu'une vache d'élevage industriel, la vache, elle reste quand même considérée comme étant un objet dont on peut disposer de la vie. Donc il y a toujours cette domination spéciste là derrière, parce qu'on ne tolérerait pas ça avec des enfants. On ne pourrait pas dire, ou à des humains, on ne pourrait pas dire, voilà, on tue tel humain, mais ça va, il a eu une belle vie. Non, on se dirait non, mais à la limite, c'est presque encore pire, quoi. Enfin, dans le sens où il n'y a aucune raison, c'est absolument pas justifié. Et puis aussi, par exemple, on pense parfois aussi à d'autres types d'élevages qui ne sont pas forcément des élevages pour la consommation humaine, notamment, je sais pas, les élevages de chiens, par exemple, pour faire des chiens de race. Là aussi, ça pose problème. Alors même s'ils ne sont pas forcément tués à la fin, ils sont considérés comme des marchandises, ils sont vendus. Donc c'est du trafic d'êtres vivants. Et puis, en fait, tout chien ou chat ou animal domestique qui naît dans un élevage, c'est un animal de moins qui va être adopté à partir d'un refuge. Donc c'est en fait toute cette perspective. On considère les animaux comme étant à la disposition des humains est à être questionnée selon l'approche antispéciste. Et donc dans cette perspective-là, non, il n'y a pas d'élevage. En fait, on ne peut pas considérer un être vivant comme étant là pour la disposition des humains, comme étant un objet où on leur retire leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la vie. Oui, merci. Je vais peut-être faire l'avocat du diable, mais ce serait difficile de sauver tous les animaux, de replacer tous les vaches qui sont en élevage déjà. Est-ce qu'il ne faudrait pas se trier les bons élevages et les mauvais élevages pour encourager les paysans qui ont des élevages à bien traiter leurs animaux? Enfin, d'avoir un intermédiaire, de promouvoir un élevage éthique, parce qu'on n'arrive pas forcément à sauver tous les animaux et à tous les placer dans des refuges. Alors, déjà, c'est clair que c'est impossible, même si on a toutes les ressources du monde, de sauver tous les individus qui sont actuellement dans les élevages, tellement il y en a vraiment des milliards sur Terre. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'une alternative à prévoir, ce serait un élevage moins intensif, qui ne change au final vraiment pas grand-chose pour les animaux parce qu'eux, ils terminent dans les mêmes abattoirs au même âge. Mais par exemple, on pourrait plutôt parler de Hofnar, qui est un sanctuaire autour de Zurich, en Suisse alémanique, qui eux, ils aident plusieurs éleveurs à faire des transitions, soit vers d'autres métiers agricoles, soit vers un autre métier qui a rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant, soit en fait à transformer leur ferme avec des animaux en sanctuaire. Donc oui, c'est important de faire de l'aide à cette transition. Ce serait aussi pas uniquement le rôle de militant, mais aussi le rôle de l'État qui actuellement met beaucoup d'argent pour faire en sorte que l'exploitation animale, qui est au final pas un système qui un système qui prend beaucoup de ressources pour finir avec pas grand chose dans l'assiette pour que ça reste viable économiquement. Mais si cet argent-là pourrait être mis pour aider les personnes qui sont actuellement coincées dans l'élevage avec des dettes pour faire de la transition, soit vers de l'agriculture qui serait plus durable, soit vers un tout autre métier, ce serait beaucoup plus productif que simplement encourager d'aller vers toujours la même exploitation mais avec un label bio. Je pense aussi que être vegan, c'est pas juste ne pas manger de viande. Enfin,
Vous encouragez aussi de ne pas manger de lait, de produits laitiers, pourquoi? En fait, dans l'élevage laitier, il y a aussi l'exploitation animale, dans le sens où même n'importe quel, que ce soit les œufs aussi par exemple, ou le miel, on est toujours dans une situation où l'animal doit être rentable économiquement pour avoir le droit de vivre. D'ailleurs, du coup, une vache laitière qui est en fin de vie et qui ne produit plus de lait, on la tue. Donc finalement, l'élevage laitier, en fait, est toujours totalement en lien avec la boucherie. Aussi, évidemment, enfin, une vache, pour qu'elle produise du lait, il faut qu'elle ait des petits. Et donc du coup, ça implique une insémination forcée. Donc on pourrait aussi parler de viol. Enfin, c'est vraiment on va complètement bafouer le consentement et les intérêts de la vache. Puis en général, c'est les humains qui le font, qui vont inséminer une vache et pour qu'elle ait des petits. Évidemment, une vache, elle peut pas être enceinte chaque année et tout, ça fatigue les articulations, ça fatigue le corps de la vache, donc ça la met en danger au niveau de sa santé. Mais aussi, une fois que le veau il naît, presque systématiquement, il est séparé de sa maman dès quelque chose comme dès les premiers jours, ou alors dans certains cas dès 3 mois. Enfin voilà, mais la plupart du temps c'est dès les premières heures, quoi. Et en fait, quand c'est un mâle qui naît, quand le petit veau est un mâle, il part à la boucherie parce que il peut pas faire du lait. Et puis ça c'est, alors pour creuser un petit peu cette question, je vais quand même faire un peu de pub pour le livre de Jean-Marc Charrière. Jean-Marc Charrière, il a tenté d'être éleveur à un moment donné parce qu'il adorait les animaux, il avait envie de vivre avec les animaux, et c'est la solution qu'il a trouvée pour pouvoir vivre avec LE. Et puis finalement, il a tenté, il s'est imaginé de pouvoir créer un élevage laitier qui soit respectueux, où les animaux peuvent vivre, enfin mourir d'une mort naturelle, et puis avoir une bonne retraite après avoir donné du lait et tout. Mais en fait, la conclusion qu'il a fait, d'ailleurs, et du coup il a changé de métier, quoi. C'est le constat, c'est que économiquement, c'est juste pas viable, c'est pas possible. Et en fait, tant qu'on considère que les animaux sont là pour produire quelque chose, qui sont là pour avoir une rentabilité économique, on ne sera pas sorti du spécisme, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que rien qu'en Suisse, on tue chaque année, les derniers chiffres, l'année dernière, 80 millions d'animaux dits de rente pour les consommer. Pour les veaux, par exemple, qui sont vraiment considérés comme des déchets de l'industrie laitière, on tue chaque année 230 000 veaux juste pour la Suisse. Donc c'est des chiffres qui sont assez édifiants, alors même qu'on peut se passer de ces produits et de cette exploitation animale. Voudrez-vous dire également un mot concernant les œufs, dont on sait l'horreur de la destruction, parce que là on peut parler de destruction de masse, des poussins. La législation en plus a évolué, maintenant on ne les broie plus, on les gaze au CO2. Est-ce que c'est mieux? Je ne crois pas. Et c'est vrai que pareil, les poussins mâles sont considérés comme des déchets. Donc c'est vraiment un système qui est hyper violent, alors même qu'on entend souvent la plupart des gens dire « je n'achète que des œufs, je ne consomme que des œufs de mon voisin qui a quelques poules ». Mais n'empêche que les chiffres montrent que l'écrasante majorité des Suisses des citoyens consomment des œufs qui sont achetés dans les supermarchés, où il y a ce système d'animaux tués par millions chaque année. Donc pour les œufs aussi, on pourrait se dire c'est naturel, une poule pond d'elle-même, mais c'est le même système de souffrance et de violence envers les animaux. Peut-on dire, pour conclure cette première partie, que le spécisme et le capitalisme sont les deux mamelles d'une même oppression? Alors oui, complètement. Alors après, il ne faut pas non plus faire l'amalgame et dire le spécisme, c'est le capitalisme, parce que l'oppression spéciste, elle est quand même largement antérieure au système capitaliste. Mais après, c'est vrai que le système capitaliste a totalement augmenté et encouragé et financé du coup, capitalisé sur la vie des animaux non humains. Et humains d'ailleurs, mais bon, là vu qu'on parle d'antispécisme non humain, et en fait, du coup, un des ressorts du capitalisme, c'est l'exploitation des individus, qu'ils soient humains ou non humains, et donc c'est évident que ça a complètement été exacerbé, le spécisme a été complètement exacerbé par le système capitaliste. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours la contrainte économique qui est posée, qui fait que du coup, on attend des individus. Il faut qu'un individu soit rentable pour qu'il ait le droit à la vie. Et donc dans cette logique-là, évidemment que, on peut s'imaginer que s'il n'y avait pas besoin d'exploiter des animaux pour, si les éleveurs, éleveuses n'avaient pas besoin
n'avait pas besoin d'être rentable, d'avoir des animaux qui soient rentables pour pouvoir vivre avec, et peut-être que la souffrance serait en tout cas largement minimisée. Merci beaucoup. Une toute dernière question en 2 volets, j'en profite avant que l'on conclue sur cette première partie. Concernant les animaux de compagnie et également les animaux qui vont aider les humains, quelle est votre position par rapport à ça? Alors, je considère les animaux de compagnie, la personne qui souffre peut-être un peu de solitude, ou pas d'ailleurs, mais qui a un animal à la maison dont elle s'occupe bien. Quelle est votre position par rapport à ça? Et également ensuite les animaux qui vont venir aider, je pense par exemple aux chiens d'aveugle ou alors à certains animaux de trait. Quelle est votre position par rapport à ça? Un peu pour contextualiser, moi je vis avec un animal de compagnie, j'ai un chat. Après, je pense que la question, c'est pas vraiment de dire, il faudrait pas avoir un animal de compagnie ou quoi, mais par contre, il faut toujours garder en tête, ça c'est un peu, je pense, ce que la philosophie antispéciste dit, c'est que il faut toujours considérer l'intérêt de l'individu avec lequel on vit, ses besoins. Pour ma part, je cohabite avec 2 chats. C'est vrai que je suis pas toujours très à l'aise avec l'idée d'avoir des animaux de compagnie à mes côtés, mais comme ma camarade l'a dit, c'est vrai que si on prend en compte les intérêts des animaux, quand on cohabite avec eux, on comprend quels sont leurs besoins et chaque individu est différent. J'ai vécu avec des dizaines et des dizaines de chats dans ma vie et chacun était très différent avec des caractères, des besoins différents. Il se trouve que les 2 chats avec lesquels je cohabite, c'est des chats qui ont été battus, maltraités, qui étaient vraiment complètement flippés des humains, qui se laissaient pas approcher. Je les ai gardés pendant 2 ans pour les sociabiliser, pour ensuite les faire adopter par des familles qui avaient des jardins, des terrains qui les auraient laissés sortir. Mais je trouve que ces 2 chats, ils sont tellement bien à la maison, ils veulent pas sortir. J'ai essayé 1000 fois de les faire aller à l'extérieur, ils ont aucune envie, ils veulent juste rester tranquilles avec moi. Je vois que ça leur rend heureux, en tout cas ils ont l'air super bien. Par contre, la plupart des autres chats avec lesquels j'ai cohabité, c'était pas le cas. Ils voulaient sortir tout le temps, ils grattaient aux portes, aux fenêtres. Donc c'est drôle de voir qu'en fonction des individus, ils ont aussi des besoins différents. Donc je vois qu'ils sont heureux, ça je le constate. Mais c'est vrai que dans l'absolu, pour moi en tout cas, l'idéal ce serait qu'on n'ait plus besoin d'adopter des animaux dans des refuges et qu'il n'y ait plus donc d'abandon. Donc ça passerait peut-être par des stérilisations, par le fait qu'il n'y ait plus d'élevage, qu'on interdise les ventes en animalerie sur Internet et tout ça pour qu'il y ait de moins en moins d'animaux à adopter par exemple. Après, c'est mon point de vue. Je sais pas si c'est le point de vue de mes camarades, mais c'est vrai que idéalement, dans une visée antispéciste, on pourrait essayer d'éviter aussi et d'appeler ça des animaux de compagnie, mais les laisser cohabiter avec nous s'ils le souhaitent. Rentrer, sortir dans les logements, venir sur les terrains des personnes, comme bon leur semblerait. Mais c'est vrai que c'est des animaux, malheureusement, qui sont par millions dans les SPA, dans les refuges. On n'a pas vraiment le choix, autant les adopter et prendre soin d'eux que de les laisser dans des cages enfermées ou se faire euthanasier. Mais c'est mon point de vue personnel. Du coup, ça pose aussi une question assez intéressante au niveau de notre rapport à nous, aux animaux, donc que ce soit des animaux de compagnie ou non. C'est qu'en gros, ça, je pense que c'est un élément un peu central dans l'antispécisme, c'est que, c'est quand même une lutte assez particulière parce que c'est une lutte dans laquelle, nous, on se dit antispéciste, mais en fait, on est les oppresseurs dans l'histoire. On fait partie de l'espèce humaine et on est donc du coup dans une situation de domination par rapport aux animaux non humains. Et donc du coup, en fait, il s'agit vraiment d'essayer de questionner constamment nos comportements spécistes, essayer déjà de les déceler et essayer de travailler vers d'essayer de faire en sorte de les minimiser un maximum et puis voire de s'en défaire. Hein. Mais voilà, c'est un processus de déconstruction. Et donc ça, je pense que ça se fait aussi en compagnie d'animaux, en étant auprès d'eux, auprès d'eux au quotidien. Et donc, je pense que voilà, quand on vit avec un chat, un chien, une tortue, un lapin ou n'importe quel autre animal non humain, il s'agit vraiment d'essayer de comprendre ce qu'il dit, d'essayer de comprendre ce qu'il nous communique, de comprendre ses besoins, ses intérêts, et d'essayer de faire un maximum, dans la mesure du possible, d'aller de le rencontrer au niveau de ses intérêts, de ses besoins, et d'essayer de viser le bonheur de l'individu avec lequel on vit, quoi. Voilà, ça s'applique aux humains, mais ça s'applique aussi aux non-humains. Et je pense que du coup, il faut effectivement, le gros problème qu'on a souvent avec les animaux de compagnie, c'est les considérer comme notre propriété. Voilà, on achète un chat, on achète un chien, et en fait, essayer de rompre avec ça, d'essayer déjà d'adopter un chien, de venir en aide à un chien, à un chat,
et puis de faire en sorte de le considérer en tant qu'individu, en tant que membre de la famille si on vit en famille, ou en tant que colocataire, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, de lui rendre son individualité et non pas le considérer, enfin, on revient toujours à la même chose, hein, mais non pas le considérer comme une propriété, un objet, un élément de déco, quoi. Enfin, Oui, absolument. Bon, je pense que la réponse serait la même, mais concernant les animaux d'aide, je pense notamment voilà, à l'équithérapie, aux chiens d'aveugle, aux animaux de trait. Je pense que les considérations que vous venez de faire sont valables également pour ces animaux d'aide également. Je pense que c'est encore des fois un peu plus compliqué. Enfin, ça dépend de la situation. Parce que les choses plus dangereuses, des fois, des chiens policiers sont mis là-dedans alors qu'ils subissent vraiment des conditions de vie horribles et beaucoup de maltraitance. Et puis aussi, les chiens qui sont utilisés à des fins militaires, au final, ils vont être euthanasiés dès qu'ils sont plus utiles. Mais par contre, il y a aussi des animaux qui ont un intérêt d'interagir avec les humains et que c'est bénéficiaire pour les deux. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est important de prêter garde à que ce soit les équidés, les chiens, ou que ce soit qu'ils ont aussi un intérêt pour faire ça. Et dans ce cas-là, ça me semble une bonne manière de coopérer. On en revient peut-être à des notions centrales qui sont la sentience et l'empathie. Et le consentement aussi. Et le consentement, bien entendu, ouais. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de la première partie, à moins que des personnes souhaitent ajouter quelque chose. Alors, si c'est pas le cas, eh bien, je vous propose que l'on passe à la deuxième partie. Donc, on va faire le focus sur la rescapade. Libre Radio. Un regard courbe sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org